Vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes lundi, nous parlons de politique et nous parlons plus précisément de la dernière présidentielle au Cameroun, avec un aspect bien particulier. Nous allons nous intéresser à ce septennat du président de la République du Cameroun. Avez-vous l'impression qu'il faudra finalement attendre juger le maçon au pied du mur? C'est la problématique de ce matin. Je commence par Bertrand Tchouinkama. Bertrand Tchouinkam, ce matin, nous allons donc nous poser la question s'il est possible que nous puissions juger le maçon au pied du mur. Que peut faire Biya pour ce nouveau septennat? Vous savez, lorsque j'ai été trompé une fois, deux fois, trois fois, moi je crois plus. Ça devient difficile. Ah bon? C'est-à-dire, si vous avez un ami qui vous a donné un mensonge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment, ça devient un peu difficile de croire à ce dernier. Moi, je voudrais prendre par exemple 2018. En 2018, on nous a fait comprendre qu'on devait avoir l'énergie pour tous, tant dans les villages que dans les villes. On a même créé un gros barrage, Natigal, 420 mégawatts. Est-ce que vous savez qu'à Sonlolo, par exemple, il n'y a pas d'électricité? Ça produit de l'énergie, mais dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Avons-nous l'électricité au Cameroun? Non, pas dans tous les villages. Moi, parfois, je fais 2 semaines sans me laver. Parfois, je fais 3 jours sans électricité. Curieusement, alors qu'en 2018, on nous avait fait cette promesse. On devrait avoir de l'eau partout, l'énergie partout. Programme d'adduction d'eau à Yaoundé et dans les environs, c'est devenu un serpent de mer, c'est devenu carrément une poudrière. Alors, si au Cameroun, nous avons des sociétés comme Alubassa ou Alucam, est-ce qu'on aura encore de l'énergie domestique? Non. Alors si à la maison déjà on n'a pas l'énergie domestique, je ne crois pas qu'on va s'industrialiser. Alors vous savez qu'à Pitois, à Guidé, nous avons carrément l'uranium. On aurait pu exploiter cet uranium qui fait produire du nucléaire civil et nous industrialiser. Vous savez que le nucléaire, ça s'utilise dans des pays sérieux, comme l'Afrique du Sud, qui est déjà un pays émergent, comme dans les pays européens, le nucléaire civil. Ça se fait avec l'uranium. On a l'uranium à Pitois, on a l'uranium à Guidé. Mais chez nous, on a toujours l'énergie hydroélectrique. Nous sommes la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. 58 départements, 50 qui sont baptisés par les eaux. On n'a pas l'eau à la maison pour boire. On n'a pas d'électricité, alors qu'il y a de cela, Matousalem, on avait des bonnes fontaines à l'époque de M. Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, la Kamwata, la SNEC a été transformée en Kamwata, privatisée? On ne privatise pas la vie, parce que l'eau c'est la vie. Mais vous privatisez la vie, vous vous attendez à quel résultat escompté? Est-ce qu'on peut s'industrialiser quand on n'a pas de vie? Point d'interrogation. En 2018, on nous a dit qu'on devait réduire le taux de chômage. On a mis 103 milliards de francs CFA pour le plan triennal. Oui, exactement. C'est de la bourgeoisie inutile parce que jusqu'aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Le taux de chômage, carrément, a été revu à la hausse. Et si on se préoccupait régulièrement des jeunes, Arthur Zang, qui a sorti le Kayopa, vous avez l'impression qu'il est encore dans ce pays? Non, je crois qu'il est dans un pays voisin parce qu'il était à la merci des oubliettes. Alors, les 103 milliards, les gens ont fait quoi avec? Ils ont brossé leurs dents, ils ont nourri leurs copines avec. Alors, revenons maintenant sur la vie chère. On avait dit qu'on devait lutter contre la vie chère. On a posé cette question au ministre de la jeunesse que j'avais reçu ici il y a près d'un an. Il avait quand même donné un certain nombre de précisions, parce que vous dites que les gens se sont brossés les dents, ils ont eu à entretenir la copine avec les 103 milliards. Le ministre avait dit que c'est faux. Il y a eu des projets qui ont été réalisés. Il y a des jeunes qui maintenant sont les patrons d'entreprise à base de ces 103 milliards. Je parle là, je dis ce que le ministre avait dit sur mon plan. Vous l'avez financé? Il faut poser la question au ministre. Voilà. Revenons maintenant sur la vie chère, puisque c'est vous qui posez des questions. Vous avez l'impression que la vie chère, on a amélioré les conditions de vie des Camerounais. Il vous rappelle qu'en 2018, le kilo de viande, c'était 2500 francs CFA. Aujourd'hui, on a combien? 4500. Le riz, c'était à 350 en 2018, 400 en 2018. Aujourd'hui, le kilo du riz, c'est 800 francs CFA. Vous savez combien ça coûte un bâton de manioc aujourd'hui? 100 francs, 150. En 2018, c'était carrément 50 francs. Le pain en 2018 coûtait combien? Une baguette de pain en 2018 coûtait 100 francs. En 2025, la baguette de pain, c'est 150, 200 francs CFA. Est-ce que vous savez qu'en 2018, le pétrole, ça coûtait combien? L'essence, c'était 650. Aujourd'hui, on a 850. Donc, au lieu de lutter contre la vie chère, je crois plutôt que la vie est devenue extrêmement chère. Le panier d'un ménagère, au lieu de grossir, c'est plutôt amaigri. On avait dit qu'on devait tordre le cou à Boko Haram, c'est tout d'actualité. On nous avait dit que le nord-ouest et le sud-ouest devaient être en paix. Mais j'ai tout l'impression qu'il y a toujours de la grogne de ce côté. Rien n'a été résolu. Revenons maintenant sur le cas de la santé. Pas de 2018 avant de revenir à 2027. 2018.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que le Viagra qui est moins cher aujourd'hui. Hein, il faut le savoir. Il n'y a que le Viagra qui est moins cher. J'ai appris que le ministre de la Santé vient de baisser les prix du Viagra. Ah, oui, oui, c'est vous qui le dites. Le Viagra est devenu moins cher. Ça veut dire que c'est important pour le Cameroun. Oui, oui, ça c'est oui, dans un pays sérieux. C'est le Viagra qui est moins cher. Alors maintenant, vous prenez le cas du préservatif. Est-ce que vous savez que le préservatif, il y a de cela à Matousalem, on donnait même gratuitement aux gens. Mais c'est devenu tellement rare. Moi, j'en ai cherché dans tout un quartier. Pourquoi faire avec? Une expérience. Je voulais mettre un peu de l'eau pour voir si ça, quel volume ça peut prendre. Le préservatif est devenu tellement rare dans nos rues. Et quand tu en trouves, il faut prendre tout le paquet. Ben, c'est 250. C'est pas donné à tout le monde. Même pour faire dans notre pays, il faut encore souffrir. Donc, le préservatif est devenu tellement cher. La césarienne, officiellement, c'est 46 000 francs CFA. Mais officieusement, si tu n'as pas 300 000 francs CFA pour une césarienne, tu as la merci des oubliettes. Tu connais une femme qui est passée des vis à TEPA parce qu'on demandait à son mari 300 000 francs CFA. Il n'a pas pu donner cet argent mort. Alors qu'on parle de couverture santé universelle. Subventionner les traitements. Est-ce que vous savez que l'hépatite B au Cameroun, l'hépatite C, il faut débourser au moins 2 millions de francs CFA pour pouvoir en découdre. Nous sommes l'un des rares pays où les malades qui ont l'insuffisance rénale font le pied de grue pour attendre de se faire dialyser. Donc, la couverture santé universelle, ça a échoué. Tout ce que je cite là, il n'y a que des échecs. Prenons le cas de la lutte contre la corruption. Vous avez l'impression que la lutte contre la corruption, ça a avancé? Non. La corruption va toujours de façon assez grandissante. Maintenant, prenons le cas de l'agriculture de seconde génération. Le président avait dit la terre ne trompe pas. Mais vous avez l'impression, moi je ne dis pas qu'il n'a pas eu la volonté. Il a eu la volonté de faire cela, mais il a été mal entouré. Quand vous prenez son livre de chevet pour le libéralisme communautaire, rigueur, moralisation, il avait des bonnes intentions, mais il a été mal entouré. Il n'y a pas eu de moralisation, il n'y a pas eu de rigueur. Maintenant, regardez un peu les expatriés qui ont pris les terres en Afrique. Quand on prend le cas de la République démocratique du Congo, où 10 millions de terres sont utilisées par des expatriés. On prend le cas de l'Indonésie, où 6 millions d'hectares de terres sont... Chez nous, c'est 4 milliards. Un jeune qui veut faire l'agriculture, la loi camerounaise, la loi de 1974, elle est moyenâgeuse. Pour avoir un titre foncier au Cameroun, il faut avoir minimum 40 ans. Alors, si ce jeune qui a 24 ans, 25 ou 30 ans va avoir un titre foncier sur une superficie qui est grande, est-ce qu'il sera capable de l'avoir? Quand 4 millions d'hectares de terre sont utilisés par des expatriés, quand vous prenez par exemple la PHP, la société PHP du côté du Djombe Pendia, la bananière, très bien. Ça ne nous appartient pas. Ce sont les Français qui l'exploitent. Donc je prenais juste ce bilan pour faire comprendre que ça sera difficile. Mais s'il y avait une urgence en 2025 et qu'il fallait que Bertrand Tchenkam pose cette doléance au chef de l'État, je lui dirais que le premier acte, c'est d'abord de baisser les prix des produits de première nécessité. Parce que quand on ne mange pas dans un pays, c'est un danger. Le gaz est devenu rare. Moi, j'ai vu des gens se prostituer, des motos, fouiller toute la ville pour chercher le gaz et on n'en trouve pas. On doit baisser le prix du gaz, baisser le prix du riz, baisser le prix du lait, baisser le prix du carburant. Parce que le carburant, vraiment, tout est devenu cher. Même le bœuf, on ne mange pas, sauf le jour de Noël. Le macaron, on a vu récemment, quand il y a eu grogne, des gens sont allés voler le riz. Vous savez que le riz c'est pour les paysans. Le riz même que nous consommons, c'est ce qu'on nourrit les poissons et les bœufs. Ailleurs, on ne mange pas le maquereau. Ah bon? Nous mangeons le maquereau ici parce qu'on est misérable. Ailleurs, c'est du thon, c'est du caviar. Donc, le président de la République doit s'apitoyer d'abord sur les produits de première nécessité. Les gens veulent manger. Après avoir mangé, les gens veulent se soigner. Merci, c'est compris. Hein. Je vais passer la parole à Lucien Bidima. Lucien, à entendre Bertrand Tchenkam, c'est un tableau pour certains apocalyptique, hein, mais d'autres vous diront simplement que Bertrand me dit que la vérité, hein, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Et donc, Bertrand n'y croit plus. Le problème est que les statistiques de Bertrand ne se reposent sur rien. Pas sur les faits, pas sur les chiffres, pas sur la vérité. La vérité, quand on vient dans une émission comme ça, il faut se documenter, voir. Parce que quand vous dites que rien n'a été fait, c'est comme si le Cameroun est resté statique. Je vous rappelle que le taux de croissance du Cameroun en 2018 est tourné autour de 2,5%. Aujourd'hui, il est de 4,2%. De 2018 à 2025, le Cameroun a mis 9 000 milliards de francs dans les projets d'investissement. De 2018 à 2025, le Cameroun a goudronné. Il y a eu au niveau, les travaux faits au niveau des routes, près de 2100 km de routes bitumées. D'où le réseau du Cameroun est passé à plus de 10 000 km. Au niveau du taux d'inflation dont tu parles, le taux d'inflation au Cameroun, en 2025, a été maîtrisé à près de 3,8%. Et le taux d'inflation presque le plus
moins élevé en Afrique centrale. Alors, quand on vient au niveau des écoles, je ne peux pas vous citer, d'autant plus que le budget d'investissement, quand je vous parle de 9 000 milliards, ce n'est pas un leurre, parce que allez-y justement au niveau, quand on vote le budget chaque année, il y a le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. La décentralisation a été mise sur pied. Aujourd'hui, les communes qui bénéficiaient au niveau du budget d'investissement à peine de 200 milliards sont passées certains à 1 milliard de francs, 210 millions. Je pense à quelques-unes. Aujourd'hui, si on voit au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des hôpitaux, et alors, allons-y, même au niveau de l'énergie, ce qu'il oublie de dire, c'est que ce barrage de Nachtigal dont il vient de faire écho, ce barrage fournit aujourd'hui près de 40% de l'énergie au niveau des ménages, mise en service depuis 2024. Aujourd'hui, le port autonome de Douala est l'un des ports les plus croissants, les plus perfectibles, qui a appris à se moderniser, et nous avons l'un des ports les plus modernisés. Et même qu'on a ajouté l'autre port, le port de Crébi, qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu la plaque tournante au niveau de l'Afrique centrale. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je peux vous citer comme ça, au niveau des écoles, au niveau de la santé, tout a augmenté. Sauf que, j'ai l'impression, et c'est ça véritablement le problème, c'est que le gouvernement ne dit pas totalement ce qu'il fait. Il y a un problème de la communication gouvernementale. Et je crois qu'au niveau du prochain septennat, si j'avais un conseil à donner au président Paul Biya, c'est qu'il faut dire aux Camerounais ce qu'on fait à la limite au quotidien. Parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas des éléments comme ça, des gens qui viendraient vous dire que rien n'est fait alors que beaucoup de choses sont faites. Mais on ne peut pas dire que le Cameroun est un pays statique, d'autant plus que nous sommes dans une structure mondialisée, où parfois les effets exogènes peuvent influer sur les effets intérieurs. Si aujourd'hui il y a une crise, par exemple comme il y a eu une crise en Russie, avec l'Ukraine, qui porte inévitablement sur l'énergie, immédiatement cette crise-là peut se reporter indépendamment de nous au niveau du Cameroun. Mais le Cameroun a su se stabiliser. Souvenez-vous avec Covid, quand dans tout le monde entier, on a réussi à fermer les économies, à fermer les pays, à fermer les circulations, le Cameroun est l'un des rares pays à avoir jugulé ce problème. Mais vous parlez d'une affaire de Covid. Est-ce que vous rappelez quand même que la Chambre des comptes... Vous allez me parler de Covid. Je ne vous parle pas. Non, attendez d'abord. Oui. Ce qui me plaît, c'est que la Chambre des comptes, c'est pas moi qui parle, oui, a sorti tout un document où la Chambre des comptes a clairement dit que les gens ont volé plus que des souris. Donc, attendez, Bidima, oui, on parle d'une affaire de plus de 180 milliards. C'est la Chambre des comptes du Cameroun. Ne confondons pas. Les gens ont détourné des fonds. Ne confondons pas le fait qu'il puisse y avoir des malversations financières dont je ne suis pas peut-être... À hauteur de 180 milliards. Permettez, mais qu'à la maîtrise globale du système. Alors, mais si vous revenez au niveau de l'inflation, ce que vous devez connaître, c'est que le Cameroun ne peut pas décréter que le prix du tomate coûte tel. C'est la différence entre l'offre et la demande. Et pourquoi? Parce que Perfecto, et je reviens sur Perfecto qui, au même moment, fait l'élevage et fait de l'agriculture. Quand Perfecto arrive à faire sa tomate et qu'il trouvait que les produits pour entretenir cette tomate-là ont augmenté sur le pays, au niveau du pays, et que ces produits d'ailleurs nous viennent de l'extérieur. Monsieur Digui, permettez, non, ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé. Je sais fabriquer des engrais. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter les engrais du côté de la Russie. Vous savez, hein, la capacité d'écoute est quelque chose de formidable. Je suis d'accord. Vous allez parler de mes propos des erreurs, Ramon. Attends, permettez. Que vous faites votre vous allez revenir. Vous allez revenir. Alors, mais j'ai dit, lorsqu'il essaie d'entretenir, il prend les engrais qui coûtent plus cher, c'est tout à fait normal que les prix augmentent. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le bâton n'a jamais coûté 150 francs en 2018. Si vous voulez, on fait le ratio, on repart. Parce qu'il ne faut pas mentir le peuple. Et c'est ça, nous devons vraiment dire la sincérité. Le président Paul Biya a fait quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais fait dans l'un de ses discours. Il a invoqué Dieu 2 fois. Mais s'il invoque Dieu 2 fois, ça veut dire quoi? C'est pas la preuve de ça veut dire quoi? Le président... Si aujourd'hui... Attendez. Si le président évoque Dieu 2 fois dans son discours, c'est pas la preuve de ce que le président lui-même a soufflé? Non. Ça veut dire quoi? Lui-même, je vous prends l'inflation aujourd'hui. C'est juste parce que certaines personnes
qui ont des ambitions totalement personnalisées, ont décidé d'arrêter au niveau l'approvisionnement de certains produits au niveau de Yaoundé ou des grandes villes, avec cette fameuse crise post-électorale. C'est pour cela que le président a dit que n'y entrons pas, parce que ça cause parfois des effets qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que quand on parle du Cameroun, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Tout simplement parce que les affres du terrorisme de certaines personnes qui sont tellement dans l'optique d'arriver au pouvoir par tous les moyens, essayent de bloquer l'économie et tout simplement les effets sont peu calculateurs mais qui nous arrivent tous. Mais je vais dire le plan et je suis pas là du plan global. Le Cameroun est un pays constant, un construit permanent. On ne peut pas dire que tout a été bien fait. On ne peut jamais dire que tout a été goudronné. Nous ne sommes pas ce pays-là. Et je ne vois pas un ce pays. Même aux États-Unis, aujourd'hui, on continue à dire que non, il faut aller dans les investissements. Beaucoup est fait. Mais je peux être d'accord avec vous, Parfait. Que le problème du Cameroun est l'administration camerounaise. Parce que c'est l'administration publique camerounaise qui doit implémenter les décisions gouvernementales, les décisions du président de la République. Le président de la République définit la politique de la nation. Mais on ne peut pas accepter que certaines personnes aujourd'hui privatisent l'administration à leur désir ou certaines sociétés pour eux-mêmes. Non, ça ne peut pas continuer. Alors, lorsqu'on privatise l'administration, et on ne fait plus la volonté du président de la République qui lui définit la politique et le gouvernement est là pour mettre en application. On ne fait plus la volonté du chef d'État. Et c'est pour cela que le président de la République lui-même il a dit qu'il a compris les frustrations, qu'il a compris tout ce qui se passe au niveau de l'emploi. Il y a des évolutions, mais je crois que beaucoup de choses doivent être faites, mais beaucoup de choses ont été faites. Nous connaissons très bien cette formule du RDPC. Hein. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. C'est qu'il veut nous distraire. Alors on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, ce matin, nous nous posons la question de savoir si nous allons véritablement attendre juger le maçon au pied du mur pour ce nouveau septennat. Que peut Paul Biya? Je vais décevoir mon cher Iné Bidima, parce que moi je vais sur le principe de la loi de la causalité. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, et si on va du fait qu'en réalité, qui peut le moins complexe peut le plus, et la réciproque est vraie, si vous n'avez pas pu réaliser le plus complexe, vous n'allez pas pouvoir réaliser le moins. En fait, si on vous donne une petite responsabilité, vous pouvez la réaliser. Ça veut dire qu'on peut se dire que si on donne une plus grande, vous allez la faire. Si en 43 ans, le bilan est chaotique, mitigé, exsangue, est-ce que c'est sur 7 ans que vous allez faire un trop, un chambardement pour produire tous les effets escomptés? Ça, j'en doute. Alors, sur la question, par exemple, du port de Kribi, qui est un des arguments qui a été avancé, il y a l'infrastructure qui est là. Je tiens quand même à dire qu'on voyait le hub en question devenir une plateforme industrielle. Hein? On parlait même d'une usine de montage de véhicules, de gros porteurs, Caterpillar, etc. Parfait. Ça n'a jamais vu le jour. Non. Ça n'a jamais vu le jour. Il n'y a aucune industrie à proprement parler là-bas. Les voies de desserte. Pour optimiser le hub en question, pour ce qu'il a été escompté lorsqu'on a décidé de concevoir la création de ce port, il fallait aménager une autoroute, une voie de dessert, aider à Kribi. Et on sait dans quel état se trouve la route en question. Parfait, toi tu conduis. Catastrophique. C'est bien que toi-même tu apportes ce témoignage. C'est une catastrophe. Ce n'est pas tout. Je ne vous conseille pas de penser. Ne prenez pas la route en question. Et donc, s'il n'y a pas cette infrastructure, comment on va optimiser les attentes au sujet des performances de ce port? Il y avait une autre infrastructure attendue pour optimiser, n'est-ce pas, l'efficience de ce port. C'est une voie ferrée. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas. Il ne suffit pas de venir dire on a fait ci. En réalité, on a fait ça. Attendez. Le problème n'est pas de faire. Et c'est ça le vrai problème au Cameroun. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils vont utiliser les milliards du pays pour dire on a fait ci, même s'ils l'ont fait à l'emporte-pièce. Et c'est totalement raté. Le seul fait pour eux d'avoir été en action, ils pensent que toute action justifie l'efficacité. Non, vous n'avez pas été efficace. Vous avez fait telle ou telle chose, mais est-ce que vous avez été efficace? Est-ce que vous avez été efficient? Et quand c'est donc raté,
Vous voyez donc qu'on n'atteint pas des objectifs qu'on s'était assignés sur la rentabilité du projet, sur la plus-value du projet. Et en soi, c'est une perte, c'est un manque à gagner finalement. Il faut que les gens comprennent ça. Parfait. Oui. Il faut qu'on arrête de dire non. Quand vous dites on n'a absolument rien fait, ça ne représente pas la réalité. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Je vais mettre à mal cet argument. Vous savez, on est là toi et moi. D'accord? Tu es brillant. D'accord? Ce que tu réussis à faire en 5 ans, moi je le fais en 43 ans. Parfait. Au bout des 43 ans, j'aurais fait quelque chose. J'aurais bougé. Mais est-ce que j'aurais bougé optimalement? Est-ce que j'aurais été efficace? Est-ce que je mérite des lauriers pour avoir fait en 43 ans ce qu'on fait en 5 ans ou en 10 ans? Donc cet argument des promoteurs du régime, ça ne marche pas avec moi. Parce que justement, vous pouvez nous entraîner dans une espèce de chaos lent. Mais puisqu'il y a quand même des choses qui se font, vous vous gargarisez, vous nous dites non, ben on ne peut pas dire que sur une période aussi longue, on n'a rien fait. Vous avez fait des choses, mais vous l'avez fait où des gens font la même chose en un échéancier beaucoup plus court. Donc vous n'avez pas été efficace, c'est un échec. C'est pour ça que moi je ne tremble jamais quand je dois dire que le bilan est désastreux. Il est désastreux. Il n'y a qu'à nous comparer avec les gens qui, au début des années 70, étaient au même niveau que nous, ou alors sur lesquels nous avions de l'ascendant. On voit à quel niveau ils se trouvent aujourd'hui et on constate que nous sommes à la traîne. Benan Nanga disait justement dans son œuvre Les chauves-souris, quelque part, son roman, qui n'avance pas à recul. Et si nous ne pouvons pas être au même niveau que ceux-là avec qui on était au début des années 70, ils nous ont déjà totalement supplantés. Moi, je ne vais jamais avoir peur de dire qu'on est là et qu'on fait du surplace, que ça ne donne pas, qu'on est là dans un marasme. C'est compris. Voilà. Nous sommes là dans un marasme, selon Alain Douc. Je passe la parole à la franquiste. Hein. Oui. Je vous vois souffler fort là. Vous respirez fort. Oui. Est-ce que c'est encore facile, hein, Christine, de défendre ce régime? Le tout n'est pas de défendre. Hein. En réalité, ce que nous devons faire, c'est dire la vérité et se faire... parce que nous voulons tous évoluer. Nous voulons tous aller vers l'émergence. Et moi, en tant que franquiste, sans critiquer ou apporter, moi, les attentes d'une franquiste que je suis, elles sont d'autant primaires que structurelles. Parce que nous avons besoin des routes pour que nos mamans qui sont en arrière-pays puissent écouler. Et ces routes-là, nous les avons? Pas encore. Vraiment pas. Ça fait 43 ans. Je vais prendre l'exemple de la route qui va chez moi en Fou, hein, parce que j'habite... je préfère que vous preniez la route qui va à Esseux, chez Bidima. Non, non, là, elle est totalement goudronnée, là. Et après Esseux, nous avons la boucle soit Esseux, Hawaï. C'est parfait. Je ne parle même pas de mon village. Dans mon village, nous n'avons pas, en Tui 103, nous n'avons pas de goudron. À combien de kilomètres de Yaoundé? À moins de 13 kilomètres de Yaoundé, nous D'accord. n'avons pas de goudron. Nous n'avons pas de courant. On appelle ça le banlieue. Voilà. Nous n'avons pas de courant. Pourtant, nous avons fait 99%. Je crois Paul Biya, Ayop. Il est temps qu'ils pensent à tout cela, à nos enfants. L'hôpital, quand je dis tout à l'heure, c'est parce que chez moi, même dans mon village, on a besoin de courant. Nous n'avons pas de courant. Les femmes qui donnent la vie, elles meurent sur les tables parce qu'il n'y a pas de courant. Mais cela n'empêche que vous soyez franquiste. Hein? Oui, ça n'empêche parce que je me dis quand c'est pas... Que quand Franck viendra... Et puis c'est pas le président le problème, hein, c'est tout ce qu'il y a autour du président. C'est pas le président. Est-ce que cet argument-là, après plusieurs années, ne tombe pas comme un château de cartes? A toujours dit que non, le président est bon, mais ce sont les gens qui l'entourent qui sont des vampires. Quand on connaît la valeur de son fils et qu'on l'envoie à l'école et qu'il n'a pas le résultat qu'il faut, parce qu'on connaît la valeur de son fils. Mais pourquoi le président accepte de travailler avec des gens à problème? Si quelqu'un dérange, pourquoi le président ne l'enlève pas? C'est pour ça que pour nous, les franquistes, nous voulons le renouveau. Le renouveau, ça veut dire on remet tout à terre et puis... Avec Franck Biya, c'est le renouveau? Est-ce que ce n'est pas enlevé pour les hommes et pierre? Nous ne voulons plus une continuité. Vous changez la fenêtre par la porte. Nous ne voulons plus une continuité. Nous voulons quelque chose de renouveau. Donc avec Franck, c'est le changement? Pour l'instant, France, c'est à l'horizon. Pour l'instant, on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas... Le père de France, c'est qui? C'est M. Paul Biya. Ah d'accord, je voulais me rassurer.
Mais c'est un... C'est vicieux quand même. Mais, attendez, non, mais c'est un Camerounais. C'est pas parce que je suis le fils que je ne peux pas aspirer à quelque chose si je pense pouvoir faire quelque chose de bien pour mes semblables. Donc nous voulons des hôpitaux compétents. On ne construit pas juste l'hôpital et on ne donne pas les moyens pour que les populations puissent en bénéficier. Nous voulons qu'il y ait des moyens qui accompagnent les infrastructures qui sont déjà construites. Nous voulons la santé pour tous, le programme santé universel. Couverture santé universelle, hein, et ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Bédégui, il est encore dans son film. Nous ne voulons plus que quand nos enfants vont à l'hôpital, pour un simple palu, un enfant meurt. Non, nous avons besoin de ça. Et je pense que quand le président de la République a dit que ce sera le mandat, le septennat de la jeunesse et des femmes, en tant que femme d'abord. Quelqu'un te dira que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. C'est qu'il réchauffé. Il n'y a pas de problème, mais le dire déjà, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Je crois qu'il a dit c'est... Donc au pays, vous vivez dorénavant de l'espoir. La vie, c'est l'espoir. La vie en elle-même, elle est dotée. Quand tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus rien. La vie en elle-même, elle est dotée d'espoir. Mais nous savons que s'il y a déjà cet espoir... Un monsieur qui doit se faire... Attendez, Christine. Oui. Un monsieur qui doit faire la dialyse. Il n'y a pas de l'argent. Insuffisance rénale chronique. Oui. Et vous lui dites que non, il faut garder espoir. Mais il va mourir, le bonhomme. Vous ne savez pas que dit même déjà qu'il faut garder espoir, lui donne... Déjà, il peut même vivre. Hein? Oui, il peut vivre. Parce qu'on n'est pas tombé malade. Non, c'est pas ça. On ne vous fait pas ça. Même femme qui doit subir ses arènes. Je suis tellement d'accord. Je viens de dire quoi? Que chez moi, ici à côté, on a des problèmes. Je ne refuse pas ça. Il y a des besoins urgents. Je ne peux pas manger, se soigner. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions dans ce pays, une région dans ce pays où presque 90% des routes sont goudronnées, où il y a les courants jusque dans... Vous voulez parler de quelle région? Alors, mais je ne voudrais pas m'aventurer là. Il ne faut pas croire que rien n'a été fait, que le président de la République n'avait... J'ai dit qu'il y a une région dans ce Cameroun où 90% des routes sont goudronnées. Il y a le courant partout, il y a les écoles partout, il y a les hôpitaux partout. Pourquoi on ne parle pas de cette région? C'est indécent. Et je vais vous dire, c'est l'une des régions qui n'a même pas eu à voter le chef de l'État en majorité. Vous voyez, il y a une ingratitude qui est telle que parfait, on ne peut pas continuer à vivre ça. Les gens reçoivent tout, ils voient comment il y a des avancements, mais c'est les mêmes gens qui sont les premiers à dire que rien n'est fait dans ce pays. Une région sur 10. Alors, non, mais une région sur 10, c'est déjà quelque chose. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Yaoundé n'avait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Si on compare, d'ailleurs, vous parlez toujours de 1982. En 1982, on était à peine que 8 millions de Camerounais. Aujourd'hui, nous en sommes à 40 millions. Alors pour l'instant, puisqu'on parlait du nombre de Camerounais. Oui. Attendez un peu. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes le seul pays au monde où nous ne savons pas exactement combien nous sommes? Environ. Le dernier recensement au Cameroun, il a été effectué en 2005. Ça fait exactement 20 ans. Voilà. On ne sait pas combien nous sommes. Les statisticiens, ils ont des règles qui peuvent projeter la population. Même aux États-Unis, même en Chine. Quoi? En Chine où il y a des milliards de... Non, il y a l'étude actuariale. La statistique, c'est la meilleure de planification. L'étude actuariale statistique dans un pays. Quand les chiffres ne sont pas connus, il n'y a pas de planification. Je pense que le président de la République vient de prêter serment et nous, ce que nous devons faire, c'est lui dire nos attentes. Voilà. Puisque nous ne sommes plus en campagne. Nous n'avons pas... On veut manger. On va passer la parole à Cabrel. Cabrel, je vous ai suivi parler anglais tout à l'heure. Je suppose que vous venez de la zone anglophone. Oui. Vous venez du Nozo. Oui. Du nord-ouest ou bien du sud-ouest? Du nord-ouest. Du nord-ouest. Donc Bamenda. Oui, Bamenda. De ce côté-là, il y a une situation quand même floue. Il y a des troubles depuis près de 10 ans déjà. Pour le nouveau septennat du président Paul Biya, du côté du Nozo, vous avez espoir que cette folle bataille prendra fin? Oui, I have faith that things are going to change. Now, I'm going to answer as an engineer. As an engineer, we focus on solutions and not on problems.
because we are all aware that in Cameroon, we have so many problems from poor roads, education, health, and even energy, as the other spectator said. And based on the solution, I'll start by commenting on the speech offered by His Excellency on his 9th term swearing this 6th of November 2025 last week at the National Assembly. He started by saying that his 9th term is focused on peace and unity, which is a very good thing, because if we want to develop a country, we need peace and we need unity. I think that's also include like the question you just asked about the problem in Osso. And secondly, he said the most interesting part for youth is the economic front, where he said he's going to stimulate development by creating employment for youth and also empowering women. Now, we are so much happy that His Excellency is giving us the opportunity as youth to participate in the development of the country, because if you look at developing countries like developed countries like Canada, America, and Japan, they have more of older people than youth. That's why most African youth, they migrate to this country to participate in the development of this country. So I think this is an opportunity for the youth to take part in the development of Cameroon. And on his speech, he also mentioned that he's going to create, like build infrastructures, health, school, and even energy, because that's some of the issues that we have in Cameroon. So if I'm going to add on his speech, like for the solution that we need in Cameroon right now, and for youth, I'll also start by saying so many youths, they have creative ideas, but they lack the means to develop their ideas. For instance, I'm a mine engineer. We have a lot of engineers out there. They have amazing ideas, but they can't really develop this idea because of lack of funds. I think in other countries, there are low interest rate on loans to youth, and this can help them develop their projects, and also they can also facilitate the creation of companies and also reduce tax. This will help the youth to be creative and help develop the country. And more to that, I think most issue that we have in Cameroon is internet connection. Most youth, they find it difficult to carry out their research and do their work online, because the internet connection is not only expensive, but it is also very slow. So I think I'm going to end here. Thank you. Merci pour cet autre regard. Je repars rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Je vous amène du côté du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, j'avoue que vous êtes l'un des rares journalistes qui peut entrer dans des milieux différents parce que vous n'avez pas en parti pris pour quelqu'un ou quelque chose. Même si vous venez ici en France, les gardes de la base ne vous feront rien. Vous avez enlevé les gens dans leurs travaux champêtres, vous les avez mis à la lumière et aujourd'hui ils sont connus mais sont incapables même de vous souhaiter joyeux anniversaire. Suivez mon regard. On a failli te faire haïr Samuel Eto'o. Or tu ne hais personne. Tu ne choisis ni Paul Biya, ni Kamto, ni Chiroma. Et c'est bien pour un grand journaliste. Et tu iras loin. C'est Armani Lobassa, le Choco du centre de la France. Je suis entièrement d'accord avec toi, Armani. Merci pour ce message. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Le conseil que je peux donner à ce homme, c'est d'avoir une très bonne conversation. Non, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Nous parlons déjà de l'instant de l'analyse. Nous parlons de la République. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, je suis dans un... Oh là là. Je récupère les messages récents et j'y suis. Bonjour Parfait et également à tout ton panel. Vraiment, ceux qui veulent dédouaner le président là nous dérangent parce que selon moi, un président qui est incapable de punir ses collaborateurs est le plus grand responsable de la décrépitude du pays tout entier, puisque punir, remettre de l'ordre est la chose la plus facile pour un président qui ne rend des comptes qu'à son peuple et non à un individu. Donc c'est lui le responsable de tout ça. C'est Charlie depuis Bodaberry qui envoie ce message.
Je vous amène au 221. C'est un message du Sénégal. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, à votre panel, nous voulons tous que notre pays soit émergent. Sauf que certains Camerounais de mauvaise foi ne font jamais allusion. Comment est-ce que ces 33 ans, dans quelles conditions le président Paul Biya a stabilisé notre pays dans les multiples crises, sans oublier les accords. Et aussi le problème de monnaie. C'est monsieur Ondoa, depuis Dakar, au Sénégal. Je vous amène au plus 974. C'est un message qui nous vient de quel pays là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'état de route entre la capitale politique et les villes portuaires de Douala et de Kribi est catastrophique. Le Cameroun était devant certains pays africains comme le Maroc et l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le fait de dire que c'est pas le président Biya le problème ne tient pas la route. Je vais prendre un exemple. Quand une équipe de foot se fait éliminer lors d'une compétition, on ne pointe pas du doigt les 23 joueurs, mais l'entraîneur. La fonction publique ne crée pas des richesses. C'est une charge dans le budget de l'État. Il faut créer des entreprises ou créer un cadre incitatif pour les investisseurs du secteur privé afin de créer des emplois. Je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour. Bonjour à vous. Vraiment, il n'y a plus de honte au Cameroun. Sinon, comment les militants du RDPC doivent accepter votre invitation? C'est Abdoulaye. Donc, les militants du RDPC doivent plus accepter mes invitations. Et moi, je passe donc la parole à un militant du RDPC, qui sourit d'ailleurs. Il a dit en début de ce mois qu'il était très content quand je l'invitais. Alors, Bidima, pour tous ceux qui sont quand même sceptiques, qui sont pessimistes, quel est le langage qu'on doit leur tenir en ce moment, au moment où le septennat, cet autre septennat du président débute? D'abord, je veux avoir un langage franc. Avant d'avoir ce langage franc, je dois dire quelque chose au ministre des Finances parce qu'en fait, les hommes d'affaires... Le Paul Motazeux. Oui,